de Nouvelle Liste Magique 9 t'es rencontré avec l'administrateur mondial du programme des Nations Unies pour le développement et venu de Alexander De Croo, ancien premier ministre Belgique qui était en visite en Haïti. Il était visité Haïti tout de suite après qu'il était visité et Gaza, et journal là avec Magique 9 t'es parlé avec lui pour garder et compréhension de crise haïtienne et qui place Haïti a bien un agenda et nouvel administrateur ça qui fait prendre fonction avec vidéo qui ça te répond. Bonjour Monsieur De Croo. Oui, bonjour. Vous venez de prendre vos fonctions comme administrateur du PNUD il y a à peine quelques mois. Pourquoi vous visitez Haïti de sitôt? Alors, Haïti est ma deuxième visite après la semaine passée Gaza et la bande de Gaza et Palestine, et c'est ma première visite dans la région d'Amérique latine et Caraïbes. Pourquoi Haïti? Parce que je veux visiter à mon début de mandat les endroits qui sont pour moi les endroits qui montrent que le développement, c'est quelque chose de multidimensionnel. Et pour moi, Haïti est un des exemples où on voit que une situation de crise est due à différentes dimensions, mais où je vois aussi clairement quelle est la trajectoire potentielle de redressement et de sortir de ces crises. Multidimensionnel parce que voilà, on sait très bien que il y a une situation qui est liée à des phénomènes naturels, tremblements de terre, tempête, c'est ça qu'on dit en français? Oui, cyclone, ouais. Cyclone, voilà, cyclone. Et puis aussi un côté humain, insécurité, les gangs qui jouent un rôle important, instabilité politique qu'on a vu, et il n'y a pas de solution magique par rapport à ça. Souvent, les gens pensent que le développement, il suffit de faire ça ou de faire ça. Non, il n'y a pas une solution par rapport à cela, mais il y a des éléments qui sont importants. Un élément qui est important, et c'est une grande conviction que nous avons, c'est que le développement, ce n'est plus une discussion nord-sud. Ce n'est plus le nord qui va expliquer au sud, voilà, on va vous dire ce que vous devez faire. D'ailleurs, ça a très mal fonctionné. Tout le développement qui s'est fait de cette manière-là, bon, c'est un peu stop and go, quoi. Ça avance et puis ça retombe. Et nous, on est convaincus que le développement, le recouvrement de crise, ça se passe quand il y a un leadership local, un leadership politique, qui a ses mains et ses pieds dans un support populaire et qui s'engage eux-mêmes, qui naturellement utilisent pour une partie des fonds extérieurs, mais il y en a de moins en moins, on parlera tout à l'heure, mais aussi basés sur ses fonds propres, sur des ressources qui sont mobilisées au niveau local, et où vraiment nous sommes en appui. Et voilà, on le fait ensemble avec la population locale, avec des instances locales. On a des choses à apporter, on a de l'expertise à apporter, des financements à apporter, mais on le fait ensemble avec eux. Et on est ici après des années extrêmement difficiles, un moment où, et on a souvent tendance dans le monde du développement de dire mais maintenant c'est un moment décisif, mais on est quand même à un moment important, où après 10 ans maintenant, des élections auront lieu, le processus électoral va commencer hier, où on voit de quelle manière on peut aborder la discussion sécuritaire. On voit que le MSS a été transformé dans le Gang Stabilization Force. On voit que les engagements de personnel pour cette GSF
sont en train de se réaliser. On voit votre police nationale qui est en train de recruter 4000 personnes. Donc c'est vraiment du concret qui est en train de se réaliser. Et ce qu'il faut éviter, c'est que souvent, dans ce contexte, il y a des gens qui disent mais il faut que d'abord ça se stabilise et puis on peut faire du développement. Ça, c'est une faute. Parce que si on dit il faut que ça stabilise d'abord, on attendra encore dans 20 ans. Non, il faut le faire en même temps. Et c'est vraiment, il faut traverser la route en même temps. C'est quand on voit le dispositif sécuritaire qui est en train de s'installer, c'est le bâton, mais c'est en même temps la carotte. Donc si on veut que, par exemple, une population jeune se désengage d'activités criminelles ou dans les gangs, il faut leur donner une alternative. Et l'alternative, c'est les services de base. Soins de santé, école, police, autres services de gouvernement. Et notre expérience, c'est quand on offre ces services de base, les gens retournent. Les gens, ils sont pas... La violence n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose d'inné, hein, c'est pas quelque chose que les gens trouvent aspirationnel. C'est souvent la solution par rapport à un désespoir total. Et donc, il y a ici un moment qui est vraiment quand même assez remarquable. Et je sais que quand on discute au niveau international, il ne va pas nier qu'il y a des gens qui regardent et qui disent « ouais, mais bon, on a eu d'autres moments comme ça et ça n'a pas marché ». Je ne trouve pas que nous, on n'est pas dans cette position-là. Parce que la population haïtienne, elle n'a même pas la possibilité d'hésiter. La population haïtienne, elle vit dedans. Elle ne peut pas dire « ouais, non, on va sortir ». Non, ils ne peuvent pas sortir, ils sont bloqués ici. Donc je pense que nous, on est vraiment dans cette démarche de... Voilà, allons-y. Et nos équipes ici, on a 170 personnes ici, 150, c'est des Haïtiens, c'est des locaux qui nous apportent énormément de connaissances et de motivation. Comme je disais tout à l'heure, on a une réunion avec tout notre groupe ici. On ne travaille pas ici par hasard, on travaille ici parce qu'on y croit vraiment. Et moi, je vois, voilà, j'ai été ici une journée, hein, donc je suis un peu prudent, on ne peut pas juger la situation basée sur le fait d'être ici une journée. Et on peut lire dans tous les rapports que oui, il y a beaucoup d'indicatifs des indicateurs qui sont inquiétants. Mais passer ici une journée, discuter avec un monde politique qui a de la pêche et qui voit qu'il y a une possibilité. Parler ce matin, on a eu un petit déjeuner ce matin avec les jeunes, essayer des entrepreneurs, des influencers, un peu de tout. On peut peut-être donner la liste des gens parce que moi je trouvais ça vraiment une liste intéressante. Voilà, il y a une vraie faim. Et c'est pas une faim dans l'estomac, c'est une faim de vouloir prendre les choses en main, de démontrer de quoi on est capable. Et voilà, nous on y croit et on veut être partenaire de ça. Et on est très conscient du fait que ce ne sera pas un parcours facile et que c'est un parcours avec des ups et des downs, hein, avec des monts et des vallées. Mais ça, voilà, c'est souvent comme ça dans le développement. C'est votre deuxième voyage après Gaza. Et cela pourrait dire tout en termes de qualification, de catégorisation, etc. Est-ce qu'il faut croire que Haïti représente beaucoup de choses dans votre agenda, dans vos priorités? Et de plus, est-ce que ce voyage que vous êtes en train de faire en Haïti, ça va un tout petit peu changer la politique du PNUD en Haïti? Est-ce que ça va impacter votre politique en Haïti? Alors, ce qu'on voit, c'est que notre bureau local ici a une très forte croissance. On a pratiquement doublé notre équipe ici en 2 ans. On a aussi doublé le nombre d'activités qu'on a. Beaucoup de choses qu'on fait ici, on le fait avec du financement local. Avec du financement du gouvernement local. Ce qui montre que, comme je disais, toute cette perspective nord-sud, elle est en train de complètement se changer et c'est une bonne chose. Et le fait qu'on travaille avec des financements locaux, ça montre qu'il y a une volonté de s'investir et de mettre des moyens et de ne pas être dans une situation. Moi,
Quand on dit le PNUD, vous faites de l'aide au développement? Non, vous ne faites pas de l'aide. Je déteste ce mot d'aide. On fait de la coopération, on fait des investissements, on travaille ensemble avec des partenaires locaux, mais on n'est pas dans une logique d'aide. On est dans une logique de créer des partenariats qui sont mutuels des deux côtés. Et honnêtement aussi d'aborder des sujets qui ne sont pas des sujets locaux. Hein. Quand on travaille ici sur contrer les effets du changement climatique, on ne peut pas dire que c'est un problème d'Haïti. Quand on travaille ici contre la précarité, c'est un problème on est dans un monde tellement connecté que ça va très large. Et d'ailleurs, nous, comme organisation, on voit que de plus en plus, que le développement d'aujourd'hui, il y a 20 ans, on disait, oui, le développement, c'est de l'argent public, puis le secteur privé, c'est un peu à la marge. Et aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, le secteur privé, c'est au cœur du développement. C'est avoir une classe moyenne qui est entrepreneuriale, qui crée des emplois, qui ont des salaires, qui payent des taxes sur leurs salaires. C'est ça qui crée une société et un système politique et de gestion qui fonctionne. Et on a hier eu une réunion avec le secteur privé. Alors, oui, il y a plein de questions, plein d'inquiétudes, mais surtout aussi une vraie volonté de créer, de trouver des solutions pour les besoins qui sont ici. Vous avez ici une population jeune qui a des besoins, qui a quand même plein d'atouts aussi. Population jeune, un endroit quand même assez remarquable, géographiquement. Vous êtes tout près des États-Unis, près du canal Panama, une population assez bien éduquée, un niveau de coût qui est pas très élevé comparé à d'autres pays, un potentiel touristique qui est quand même clairement là. Développer ce potentiel, c'est pas l'argent public qui le fera, c'est l'argent privé qui le fera. Alors, le secteur privé a ses objectifs à eux, qui sont des objectifs de rentabilité, etc. Nous, on a des objectifs de développement. Et pour une très grande partie, c'est parallèle à la création d'emplois privés. C'est une bonne chose pour une société. Ça crée aussi une classe moyenne qui est un contrepoids contre la politique. Moi, je sors du monde politique moi-même, j'ai été Premier ministre en Belgique. Ce qu'il faut contre la politique, c'est un contrepoids. Il faut une société qui est forte, qui est vocale, qui n'est pas en dépendance. Et créer ça, voilà, ça c'est la vraie trajectoire. Donc, on est prudemment optimiste, et on est surtout ambitieux. Et ça, je le ressens dans la population haïtienne aussi. Tout à l'heure, vous aviez dit que la plupart de ceux que le PNUD fait en Haïti provient du financement local. Est-ce la preuve qu'au niveau local, on veut s'en sortir? Et est-ce que PNUD et les acteurs locaux partagent la même compréhension de la crise haïtienne? Alors, on a les organisations onusiennes qui sont ici. Le PNUD est un grand, mais il y en a d'autres qui sont ici, d'autres qui sont plus dans leur spécialité. Nous, on est plus, le PNUD est plus un intégrateur de développement. On travaille avec des organisations locales aussi. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas une solution magique pour redresser un pays. Il y a des conditions de base. Une volonté, un leadership politique. Un cadre légal qui protège la population, qui protège des investissements. Une sécurité humaine qui est à la base. Puis, oui, des flux financiers. C'est des éléments qui font partie de la soupe. Comment on met ça dans des proportions un peu différentes.
ce qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a énormément d'organisations, aussi le monde politique local, qui a le même objectif. Alors que là, il y a des différences de point de vue, c'est normal. D'ailleurs, vous allez avoir des élections en août. Je suis sûr que les candidats de ces élections viendront avec des recettes différentes, avec des solutions différentes. C'est comme ça que la démocratie fonctionne, et puis la population fera un choix. Ce qui est important, la population, après, forcera les femmes et hommes politiques de rendre compte aussi. On dit comme ça, de rendre compte de... Reddition de compte. Reddition de compte, on parle de... Ah, c'est dire, voilà, vous m'avez demandé ça, c'est ce qu'on a fait. Créer les circonstances pour que cette mécanique puisse avoir lieu, oui, ça, on sera un partenaire. Ok. Maintenant, la crise haïtienne est multidimensionnelle. Oui. On peut parler aussi de superposition des crises à la fois humanitaires et politiques et sécuritaires. Et concrètement, sur le terrain, quel est le rôle du PNUD dans la résolution de ces différentes crises? Alors, je vais donner des exemples, parce qu'on travaille dans plein de domaines. Et l'appui à la police nationale. Où, naturellement, nous ne sommes pas une organisation de sécurité, mais concrètement, ce qu'on a fait avec eux, c'est un programme d'achat de matériel, un programme de construction d'infrastructures, comment organiser des programmes de formation, comment organiser des programmes de recrutement. Ça, c'est typiquement une chose que nous faisons. On travaille aussi dans le domaine agriculture, on fait. On a des appuis. Agriculture, quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, trop souvent, l'agriculture est une agriculture de subsistance. L'agriculture, un peu la vision nostalgique qu'on a, c'est la précarité organisée, malheureusement. Le chemin en avant, c'est d'augmenter la productivité, d'y insérer de la technologie, de donner plus de contrôle par rapport à la réalisation de prix. Donc ça, c'est typiquement ce que nous faisons. Nous travaillons aussi naturellement, ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, étroitement ensemble avec votre commission électorale provisoire, c'est ça? Oui. Conseil, pardon. Faire toute la logistique des élections. On ne peut pas se permettre que cette logistique ne fonctionne pas. Il faut que ça fonctionne maintenant. Comment est-ce qu'on organise ça? Comment est-ce qu'on soit sûr que c'est des élections qui puissent se passer en stabilité et en confiance? Voilà, ça, c'est typiquement des domaines dans lesquels nous travaillons. Et qui sont, très souvent, on crée les circonstances de base dans lesquelles une société peut se stabiliser, dans lesquelles des entreprises, des entrepreneurs puissent commencer, des emplois puissent se réaliser. Et voilà, c'est le développement, on crée le cadre dans lequel c'est possible. Si un pays se redresse, c'est grâce à sa population. Le Canva. Oui, le Canva, oui. Ouais. Et puisqu'on parle de sécurité, et ces dernières années, c'est la principale conversation, c'est la principale préoccupation. Ce qu'on a noté récemment, c'est qu'il y a une évolution au niveau de la compréhension des partenaires internationaux. Et au niveau de l'appropriation des partenaires internationaux sur les solutions sécuritaires. On parle de changement d'approche. Les États-Unis ont changé leur approche sur la sécurité, sur leur appui à la police nationale d'Haïti, le Canada aussi, et les autres partenaires internationaux. Est-ce qu'au niveau du PNUD, il y a un recalibrage sur votre compréhension de la sécurité, sur comment aider? Parce que dans le temps, PNUD était critiqué, par exemple, parce que vous construisiez des commissariats lorsque ce n'était pas le principal problème. Et on avait besoin de plus de matériel plus adapté, etc. Et ça, on l'a fait. Et donc, moi, je ne vais pas dire, nous, on écoute quand on est critiqué. Un des grands programmes dans lesquels on a travaillé, c'est l'achat de matériel.
Ce qu'on voit, c'est que voilà, il faut avoir, pour faire des grands programmes d'achat de matériel, il faut avoir la capacité, la connaissance de pouvoir bien le faire, de bien l'exécuter. Donc on a été partenaire là-dedans. Alors nous, on fait l'encadrement, les achats. On n'est pas une organisation qui, nous, on ne va jamais faire l'entraînement de policiers, etc. Ça, d'ailleurs, je pense que certains pays le font. Ce qui est important pour nous, et ça, vraiment, on veut le mettre en avant, c'est si des quartiers se stabilisent, il faut, d'un point de vue sécuritaire, il faut tout de suite le stabiliser aussi sur les autres domaines. Il faut tout de suite offrir des alternatives pour des gens qui se démobilisent. Il faut tout de suite, pour des jeunes, offrir des écoles, essayer de créer des emplois. Et là, on peut aider. Je pense que là, il faut un peu mettre de plus. Ce qu'on fait souvent, c'est des services qui sont en train de réaliser. Nous, on subventionne ces emplois. Parce qu'on veut que tout de suite, on dit, voilà, les gens qui travaillent, il faut qu'ils soient compensés. Donc ça, pour nous, ça, c'est ce qui est crucial. C'est pas séquentiel. C'est pas d'abord sécurité et puis développement. C'est les deux en même temps. On ne peut pas faire développement dans un environnement avec une insécurité énorme. Et donc pour nous, c'est un peu une précondition. Mais une précondition de étape par étape. Il faut vraiment y aller en parallèle. Donc, est-ce qu'on a changé d'approche? Je ne suis pas sûr, mais cet élément maintenant, on voit que les éléments sont là, le recrutement est là, le GSF sera là. Nous, on est prêts à travailler en parallèle avec des forces de sécurité, mais nous, on ne le fait pas nous-mêmes. Est-ce que nous est sollicité pour un éventuel programme de désarmement et réinsertion? Donc, c'est ce qu'on appelle DDR, c'est désarmement, démobilisation et réinsertion. Nous, on est surtout sur le R, sur le réinsertion. Ça, on le fait. Désarmement même, on n'a pas la capacité de le faire. Démobilisation, voilà, c'est un peu à cheval entre les deux. Donc, ce qu'on appelle des programmes des DDR, oui, on le fait, mais surtout sur l'élément de réinsertion. Et voilà, les gens vont se désarmer, se démobiliser s'ils voient que la réinsertion elle est là. Si on n'offre pas la réinsertion, malheureusement, très souvent, c'est un choix où les gens ne font pas ces choix. Maintenant, pour les élections, quel sera votre support concrètement pour l'organisation des élections en Haïti? Donc concrètement, c'est tout le côté logistique de matériel pour faire l'enregistrement de voteurs, pour être sûr que tout le monde qui devrait avoir droit au vote aura droit au vote, tous les éléments de logistique, bien regarder un calendrier électoral qui est ambitieux, on va être raisonnable. Voilà, maintenant on est début mars pour avoir les élections en août, il ne faut pas traîner, quoi. Vraiment, le côté politique, voilà, ça c'est pas nous, ça c'est pas nous qui décidons. Mais vous savez, on a beaucoup d'expérience là-dedans. Dans les années précédentes, entre 24 et 25 combinés, le PNUD a organisé des élections pour 817 millions de voteurs dans le monde. Donc on a fait énormément de travail dans ce domaine, on connaît ça assez bien, et ces élections-ci seront en volume investi. Pour nous, l'élection la plus importante au niveau mondial pour le PNUD. C'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. On a beaucoup d'expérience à mettre sur table. On travaille de manière très très étroite avec la commission électorale provisoire. Et notre appui est un appui en logistique vraiment considérable. Okay. Et parlant de logistique, est-ce que vous aviez été sollicité pour aider dans la modernisation des moyens de vote et des moyens de tabulation? Et on parle assez souvent de vote électronique, etc. Est-ce que... Donc on a eu une discussion hier avec le président de la commission. C'est un vote sur papier,
c'est un enregistrement électronique. Et donc, je pense que c'est pour nous un peu, c'est la meilleure des choses. C'est au niveau de l'enregistrement, il faut être sûr que les gens ne votent pas 2 fois. Et ça, on le fait de manière électronique et l'information circule. Mais le vote même, c'est un vote sur papier. Parce que une trace papier, ça reste important. Pour être sûr qu'il y a une possibilité de tout contrôler, il y a une possibilité aussi quand même, voilà, pour donner à la population, allez, les gens qui avaient 17 ans, des gens qui avaient 17 ans il y a 10 ans, ils n'ont jamais voté. Ils ont 27 ans aujourd'hui. Pour la première fois. Ouais. C'est la première fois qu'ils votent. Ouais. Donc il faut, c'est quand même un parcours, hein, comment dire, une certaine culture politique, civique, où les gens savent, voilà, c'est ça, comment la politique fonctionne, et c'est ça le rôle que je peux y jouer. C'est un exercice d'éducation aussi, et je l'ai dit vraiment d'une manière positive. Ça prend du temps. Et donc, ce qui est crucial, c'est que les élections se passent bien, soient organisées d'une manière la plus simple que possible, et d'un autre côté, le plus sécurisé que possible. Et 2 dernières questions avant de mettre un terme à notre entretien. Est-ce que PNUD a une stratégie pour l'intégration des jeunes? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que oui, il faut résoudre le problème de la sécurité, mais aussi il faut résoudre le problème du développement pour permettre et pour décourager les jeunes à être roulés dans les gangs. Est-ce que PNUD a une stratégie pour cette tranche de la population qui est majoritaire en Haïti? Oui, donc clairement, est-ce que moi j'ai retenu de la discussion qu'on a eue ce matin? Ils étaient une dizaine. Tout d'abord, il y a vraiment un besoin chez cette population jeune de dire, mais on est fiers de nous, on a des capacités, on ne veut pas être dans cette situation de dépendance et de, voilà, on va d'un accident à un autre. Et il y a vraiment là un besoin de dire, mais voilà, on veut montrer de quoi on est capable. Il y a une certaine fierté, une certaine volonté de dire, on va prendre des choses en main qui doivent se démontrer. On le fait de plusieurs manières. On a cette émission radio Haïti Capable qui veut, on peut dire, ouais, c'est une émission radio ou télé. Oui, mais c'est important de donner ce message. Puis, aussi, beaucoup de ces jeunes étaient des jeunes entrepreneurs qui disent, voilà, nous, si vous travaillez dans une stabilisation d'un point de vue sécurité, vous travaillez dans l'amélioration du cadre juridique, de services e-government, par exemple, tout ça, ça nous aide. Donc, voilà, est-ce que tout ce qui stabilise le pays et crée un environnement où le redressement économique peut avoir lieu, c'est surtout les jeunes qui en sont les principaux bénéficiaires. La communauté internationale dit assez souvent qu'elle veut aider en Haïti, mais on a l'impression que cette volonté-là ne se traduit pas en acte, en soutien. Et est-ce que vous faites un état des lieux? Vous avez une idée de l'état des lieux de la mobilisation de la communauté internationale? On est quand même, je pense que j'en rappelle bien, mais c'est Xavier qui nous corrigera, on est le 14e. Haïti, c'est le 14e en volume? Dans le monde, oui. Dans le monde, voilà. Au niveau mondial, c'est le 14e. Le 4e sur le monde. Et 4e dans Latin America, Caribbean. Ouais. Pour un pays de, vous êtes 11-12 millions d'habitants, être les 14e au niveau mondial, ça montre l'importance. Ça montre que c'est vraiment, et c'est en chiffre absolu, hein, ça montre que c'est un pays important et qu'on a réussi à mobiliser beaucoup de moyens. Une partie sont des moyens locaux, mais une grande partie sont quand même des moyens internationaux avec des bailleurs. C'est quoi les plus grands bailleurs? C'est Canada, Japon, Suisse, Europe. Les 2 banques. Et les 2 banques, Banque mondiale et la Latin American Bank. Et ça, voilà, nous sommes des partenaires là-dedans en essayant de mobiliser. Alors, notre ambition à terme, on ne fasse plus rien. Hein. Notre ambition, c'est pas, on ne veut pas pérenniser notre travail ici, on veut que le pays puisse se redresser le plus rapidement que possible. Donc, je pense que
on reste très actif ici et comme je disais, on a doublé notre activité ici, ce qui est, je trouve, un point positif, mais avec une vraie volonté que voilà, ça soit mobilisé au maximum au niveau local. Merci beaucoup, M. Doucouré. Et merci à vous.